OK. On définissait les différents éléments d'un processus. Vous avez la mémoire qui va permettre de stocker vos variables. Vous avez la pile, telle que définie dans les langages de programmation. OK. La pile va beaucoup plus être utilisée lors des appels des fonctions. C'est-à-dire que le dernier élément qu'on vient d'empiler, ça sera le premier élément qu'on va retirer. Parce que lorsque vous appelez les fonctions, vous êtes en quelque sorte en train de les empiler et on devra attendre le résultat du dernier appel afin de dépiler, par exemple, le précédent. Parce que si je suis une fonction A et j'appelle B, ça veut dire que je vais attendre l'exécution de B avant je vais attendre la fin de l'exécution de B avant la fin de l'exécution de A. Donc, la pile sera utilisée beaucoup plus lorsque vous faites des appels des fonctions. Quand vous appelez une nouvelle fonction, les variables que vous avez fournies à cette fonction-là, le contexte de la fonction sera empilé et puis on attendra l'exécution complète de cette fonction-là pour dépiler. OK. Donc, ça, c'est, il y a la notion de pile qui est utilisée dans votre processus. Le processus est également identifié, j'espère que vous m'entendez, le processus est également identifié par un numéro qu'on appelle PID. OK? PID en français, en anglais, c'est Process ID. OK? Donc, PID, Process ID. Sur Linux, si vous tapez la commande PS, PS vous donnera la liste des processus en cours d'exécution. Okay. Donc, si vous tapez PS, il vous donne la liste des processus en cours d'exécution. Si vous tapez la commande top, il montrera l'activité du processeur. Et si la primitive getPID renvoie le numéro. OK. Ici, c'est une fonction que vous allez exécuter lorsque vous êtes en C. Donc, quand vous faites getPID, il vous renvoie le process ID du processus qu'il exécute. OK? Donc, si je veux connaître quel est l'identifiant du processus qui est en train d'exécuter mon programme, je vais faire getPID. OK. Je crois que si mon Linux est toujours en cours d'exécution là. OK. OK. J'espère que vous voyez ma version Linux qui est installée sur ma machine là. En fait, si vous voyez que si je tape PS, effectivement, il dit voici les deux processus que j'ai. OK. Il y a le processus qui a lancé bash, il y a un processus qui a lancé le processus, l'appel même de la commande PS. OK. Et ces deux processus, voici les PID. OK. Par exemple, si je démarre mon navigateur, OK. Donc, ça, ce sont des commandes. Je reviens là. Normalement. OK, je crois qu'avec PSAX, AUX, vous avez des informations beaucoup plus détaillées. En fait, c'est PSAX que j'utilise souvent. OK. Donc, bref, vous pouvez faire man PS pour avoir une description de la commande PS, OK, avec tout ce que vous pouvez avoir sur les processus. Donc, vous voyez, PS report a snapshot of the current process, OK. Processus, c'est-à-dire que de tous les processus. Donc, si vous voulez avoir une idée des processus en cours d'exécution, vous pouvez exécuter la commande PS. Maintenant, vous lisez la description pour connaître quels sont les paramètres à fournir pour avoir
Par exemple, ici, vous avez moins I, moins IF, OK. Si every process, OK, avec X. Okay. Donc, moi, j'ai exécuté ceci pour voir tous les processus dans mon système. Et puis, ainsi de suite. OK. Donc, on avait également parlé de la commande top. Okay. Si vous faites top, là, vous voyez l'activité du processeur. Normalement, ça doit se mettre à jour. OK. Donc, voici l'activité de votre processeur en termes, le pourcentage le pourcentage en cours d'utilisation, la mémoire, ainsi de suite. Voilà, Firefox. J'ai lancé Firefox. OK. Donc là, vous voyez que le génome est passé en cours d'utilisation. Après, c'est XOR et puis c'est génome. Et là, normalement, vous devez voir, par exemple, tout de suite. Donc, certains processus se mettent en mode bloqué, tandis que d'autres utilisent votre processus. Donc, avec la commande top, vous pouvez voir en temps réel votre processus. Ça ressemble à ceux qui sont sur Windows, je crois, c'est gestion des... En fait, ma machine est en anglais, donc c'est Task Manager. OK, je crois que donc, si vous êtes sur Windows, vous pouvez voir les mêmes détails. Le gestionnaire de tâches. Le Oui, gestionnaire de tâches. Oui, gestionnaire de tâches, oui, en français, gestionnaire de tâches. Donc, le top, la commande top sur Linux va vous permettre de voir le processus sur Linux et sur Windows, c'est le gestionnaire des tâches. OK. Donc, ça, c'était juste pour présenter, pour avoir une idée là. Je vais revenir sur le cours. Maintenant, la commande getPID, nous allons, en fait, c'est une fonction. Nous allons voir cela lorsqu'on va écrire un tout petit code. OK. Donc, un processus a généralement un début et une fin. Nous avons dit cela. Et le début de votre processus est marqué par sa création. Okay? Donc, quand vous dites votre processus va débuter, va démarrer lorsque vous avez appelé une fonction qui permet de créer le processus. Donc, à sa création, on démarre le processus. Les processus sont créés avec la fonction fork. Okay? Donc, quand vous faites F-O-R-K, vous êtes en train de créer un processus. Mais regardez que ce processus-là, en fait, ce processus est créé par un autre processus. Parce que quand je fais fork, ça veut dire que je suis en train de demander à un processus de créer un autre processus. Donc, du coup, le premier processus qui est le processus primitif aura un PID de 1. Donc, il s'agit du processus qui est premièrement créé par votre système. Le processus primitif, il aura un PID de 1, donc process ID de 1. C'est ce process ID de 1 qui va créer les autres processus progressivement. Donc, il a également une fin. Son début est marqué par l'appel de la fonction fork et sa destruction ou sa fin est marquée par l'appel de la fonction exit. Okay. Si vous faites exit, ça veut dire que c'est l'autodestruction. Ça va marquer la fin de votre processus. Soit vous faites une destruction avec kill. Okay. On va dire qu'un processus peut décider de tuer un autre processus avec l'appel de la primitive. Kill est une fonction, c'est également une commande sur Linux qui permet de tuer un processus. Donc, je démarre par exemple mon envie de commande en tant qu'administrateur et je peux tuer un autre processus en me basant sur le PID de ce processus. Donc, si ça ressemble un peu à ce que vous faites sur Windows, si un programme a planté, vous partez souvent sur gestionnaire des tâches, vous faites clic droit et vous demandez de terminer le processus. Okay? Donc là, vous êtes en train d'appeler la fonction kill avec l'ID du processus. Là. Donc sur Linux, on pourra exécuter du code où on appelle kill avec le process ID. Effectivement, ça va tuer ce processus-là.
Maintenant, quand vous mettez kill, il faut préciser un numéro de processus que vous connaissez. Parce que vous pouvez, par exemple, décider de tuer un processus qui est critique, par exemple, à l'exécution de votre système. Et là, du coup, ça va crasher votre système. Sur Windows, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a certains processus que vous ne pouvez pas avoir accès avec ça. Or, sur Linux, vous pouvez décider de tuer le processus en passant son PID. Parce que vous avez vu, quand on a fait PS, quand on a exécuté la commande PS, on avait vu plusieurs processus avec les PID. Donc, je peux décider de tuer le processus en mettant son PID. Donc, certains processus ne se terminent pas, OK, démon, réalisant des fonctions du système. C'est-à-dire qu'il y a certains processus qui commencent au démarrage de votre système et qui ne s'arrêteront qu'à l'arrêt de votre système. On dit que ce sont les démons. Donc, quand on parle de processus de démarrage, ce sont les processus qui sont continuellement en cours d'exécution, du début, du démarrage de votre système à l'arrêt de votre système. Okay. Donc, qu'est-ce qu'un processus de démarrage? C'est un processus qui est continuellement en cours d'exécution dans le système. Simple définition. Ça, c'est un processus de démarrage. Donc, dans Linux, un processus est créé pour l'exécution de chaque commande. Donc, si vous décidez d'exécuter une commande, un nouveau processus est créé pour cela. OK? On peut créer des processus pour exécuter des commandes en pseudo-parallèle. OK? C'est-à-dire que si j'ai un programme que je souhaite exécuter, je peux appeler le programme, un processus sera créé pour exécuter ce programme-là. OK? Maintenant, si je veux les exécuter en pseudo-parallèle, je peux les enchaîner avec le et commercial. Dans ce cas, il va créer deux processus pour l'exécution de chacun des programmes. Je vais essayer je vais voir si je peux faire ça ici. OK. Je ne sais pas si vous voyez mon invite de commande. OK, je crois qu'il y a, je vais voir si Gedit. OK, voilà. Donc, vous voyez, Gedit, c'est un peu le Notepad. Donc, ceux qui sont un peu familiers sur Windows, c'est un peu le Notepad de Linux. OK, donc je peux écrire tout ce que je veux là sur... Je vais agrandir ce texte. Éditons. OK, c'est le Notepad. Mais regardez ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de créer, ce document texte et j'ai exécuté la commande gedit, il a créé un processus, mais ce processus est en cours d'utiliser, est utilisé pour exécuter mon fichier texte. C'est-à-dire que vous voyez ici, en fait, je n'ai plus la main sur mon invite de commande parce que il a lancé un processus qui est actuellement en train d'être utilisé. En fait, ça veut dire que le processus est chargé d'exécuter ce programme-là. Mais par contre, si je viens là et je décide de fermer, dès que je vais fermer ce programme-là, ouais, effectivement, c'est-à-dire qu'il va relâcher pour dire le processus est terminé, donc remet la main au processus parent, c'est-à-dire au processus de l'invite de commande qui m'a appelé. Je ne sais pas si vous voyez la différence ici, qu'en appelant gedit, un processus a été lancé et là, on attend la fin de l'exécution. Par contre, si vous faites gedit comme ça et puis vous mettez et, vous voyez que le processus a été créé, il a été libéré et puis, en fait, la première exécution, le processus parent a ouvert le document et il attendrait jusqu'à ce que cette exécution finisse
avant de revenir sur votre ligne de commande. Mais lorsque vous faites avec gedit et, c'est un autre processus qui est créé pour l'exécution de gedit et ce processus a un ID 22 13, OK? 22 13. Et là, si vous utilisez kill, vous voyez qu'effectivement, il a fermé le processus ayant l'ID 22 13. OK? Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire sur ma machine. OK. Personne n'est trop. Allô? Oui, oui, on voit. Oui, monsieur. OK. Donc, sur Linux, on utilise ces e-commercial-là. Je ne sais pas sur Windows ce qu'on utilise, donc c'est pourquoi nous le faisons sur Linux. Ici, avec le e-commercial, vous êtes en train de vous créer en fait des processus qui vont s'occuper de l'exécution du programme. OK. Au niveau des appels système, un processus est créé par une instruction fork. Donc, quand vous faites fork, là, vous êtes en train de créer un nouveau processus. Donc, création d'un processus dans Linux. La fonction fork vous renvoie un entier, OK? PID-T, c'est en fait un type de données qui est un entier, en fait. C'est similaire à des entiers. Si vous êtes habitué au langage C, ce qui se passe, c'est que on a l'habitude de redéfinir les nouveaux types en faisant underscore T. C'est-à-dire que je sais que mes entiers, parce que si vous êtes sur Java, on avait vu la fois dernière, les entiers en Java partent jusqu'à, je crois que c'était 2 puissance 31, en fait, le nombre de bits 32 moins 1, et ça faisait beaucoup de milliards. Et vous savez que on ne va pas créer autant de processus. Okay? Donc, du coup, la valeur renvoyée par fork va peut-être être, c'est-à-dire que s'il renvoie le PID, le processus ID, on ne va jamais atteindre un aussi grand nombre. Donc, au lieu de dire que PID renvoie, par exemple, un integer, integer est très large, est très vaste. OK? Et vous n'aurez pas un process ID avec la partie négative. Okay? On pouvait dire peut-être sign int pour dire que c'est uniquement des entiers signés. Vous pouvez faire référence à votre cours de PE. Les entiers non signés. OK, un tout petit rappel là, pour ceux qui ont encore la mémoire fraîche à l'architecture, qu'est-ce qui représente la partie positive? Qu'est-ce qui représente uniquement les entiers positifs? C'est les entiers signés ou bien les entiers non signés? Je veux une réponse là. C'est les entiers signés ou bien les entiers non signés? Qui représente les positifs, monsieur? Oui, c'est-à-dire que quand je veux créer, quand il dit je veux uniquement l'ensemble des nombres entiers positifs, c'est-à-dire que je veux uniquement les entiers positifs. Wow, OK. Je sais qu'il y a les entiers signés et les entiers non signés. Je veux juste connaître la différence, lequel désigne les entiers signés. OK, un entier non signé ne peut contenir que des valeurs positives. OK, exact. Donc, on pouvait définir fork comme étant une fonction qui renvoie un entier non signé, c'est-à-dire que c'est un entier qui ne contient que des valeurs positives. OK. Mais là, la partie, même l'ensemble des entiers positifs est très grand. OK. Donc, du coup, ce qui se passe dans la plupart des fonctions en C,
on redéfinit un type de données qui enveloppe un type de données primitif, mais qui permet de limiter en fait d'intervalles. C'est-à-dire que vous allez voir un PID, c'est simplement un entier, mais qui va peut-être avoir, qui va contenir uniquement les valeurs positives et dont la valeur maximale est peut-être, disons, forcément inférieure à la valeur maximale d'un entier. Okay. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que vous allez voir underscore T, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez voir -T dans le langage C, dites-vous simplement que c'est la redéfinition d'un type de données, le plus souvent un type de données primitif. Pour cela. OK. Donc, parce qu'on n'utilise pas directement le int qui est assez vaste. Et on fait cela parce qu'on se dit, si un jour le type primitif int arrive à changer, il faudrait que partout où on aurait utilisé, par exemple, fork, tout ce qu'on aura à faire, c'est juste modifier le comportement, par exemple, de la structure de données PID-T pour résoudre tous les appels, tous les endroits où fork a été, par exemple, utilisé. Donc, vous allez voir ça beaucoup plus dans les programmes en C. Okay. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour ce type de données-là. OK. Donc, votre fork renvoie à un entier et le processus créé est un clone, copie conforme du processus créateur pair. C'est-à-dire que quand je vais appeler fork, je suis en train de créer un processus fils. Ce processus fils est une copie du processus qu'il a créé, c'est-à-dire que du processus pair. Quand on dit c'est une copie conforme, ça veut dire que les variables qui appartenaient au pair, c'est remarqué que nous avons dit ici qu'un processus a tous ces éléments-là. Il a des variables, des fonctions, ainsi de suite. Quand vous décidez de créer un processus fils, alors le processus fils va avoir une copie conforme du processus pair. Okay? Toutes les variables que le processus pair avait, son état, ainsi de suite. Okay? Et là, retenez que c'est une copie, c'est-à-dire qu'il va faire une copie. Donc vous vous retrouvez avec deux, si vous avez une variable A, vous allez avoir la copie qui appartient au pair et vous allez avoir la copie qui appartient, en fait, qui appartient au fils. Okay. Le père et le fils ne se distinguent que par le résultat rendu par fork. Okay. C'est-à-dire que quand lorsque l'exécution de la fonction fork se termine, je me retrouve avec deux processus. Comment distinguer donc le code à exécuter par le processus fils et le code à exécuter par le processus père? Okay. Là, on va se référer au type, en fait, à la valeur envoyée par fork. Chez le processus pair, la valeur envoyée par fork, okay, sera égale au PID du fils. Tandis que pour le fils, la valeur envoyée par fork sera égale à 0. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe là? Le père exécute fork, mais quand le père exécute fork, il crée un processus fils et automatiquement, dans le processus fils, c'est l'état 0 qui permet de savoir que je suis dans le processus fils. Tandis que dans le processus père, j'aurai une valeur qui va correspondre à l'ID du processus qui vient d'être créé. Donc, c'est très important de différencier les deux. Ce qui fait donc que votre même programme va se retrouver avec deux processus. Donc, le seul programme va se retrouver avec deux processus. Regardez ce qui se passe ici. Quand je fais fork, lorsque la valeur envoyée par fork est différente de 0, ça veut dire que je suis en train d'exécuter le code par le processus pair. Par contre, si fork me renvoie 0, je suis en train d'exécuter le processus, je suis en train d'exécuter, en fait, cette partie va être exécutée par le processus fils. Remarquez qu'ici, il ne s'agit pas du if qui permet d'exécuter uniquement
ouais, quand vous avez utilisé if dans le langage de programmation, si j'ai dit si cette condition est vraie, alors exécute cette condition, exécute ce code. Sinon, exécute ce code. Et chaque fois que vous avez exécuté ce code, un seul bloc était réalisé à un instant donné. Ouais. Parce que si la condition était vraie, alors c'est le bloc qui se trouve dans le si qui est exécuté. Si la condition n'est pas vraie, c'est le bloc qui se trouve dans la condition else qui est exécuté. Mais dans le cas de fork, les deux instructions vont s'exécuter. Donc, il ne s'agit pas de dire que quand je vais exécuter uniquement, c'est je suis le père qui va s'exécuter. Non. Si vous appelez ce code-là, je suis le père et je suis le fils vont s'exécuter. Parce qu'il s'agit en fait de deux processus qui s'exécutent dans votre processeur. Je ne sais pas si vous avez un peu compris ces notions-là. Donc, le si ici ne veut pas dire qu'on va seulement exécuter uniquement un bloc de code. Les deux blocs de code vont s'exécuter. C'est un comportement un peu différent au comportement que vous avez appris jusqu'ici du si. Mais c'est logique parce que, en fait, le père va vouloir exécuter ça et il va se rendre compte que, OK, mon fork m'a donné un nombre différent de zéros, donc je peux exécuter ce code. Et lui ne va pas entrer ici. Par contre, le fils, quand il va se rendre compte que son fork a donné une valeur différente de 0, il ne va pas exécuter ce code, mais il viendra ici et il va exécuter et dire que je suis le fils. OK? Donc, les deux chaînes de caractères vont s'afficher parce que ces deux chaînes de caractères sont exécutées par le fils et par le père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que rien ne vous dit que cette ligne de code-ci va s'exécuter avant cette ligne de code. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si je peux faire une première exécution et c'est je suis le fils qui va s'afficher avant je suis le père parce qu'il s'agit de deux processus. Et le système d'exploitation peut décider de donner la main au fils avant de donner la main au père. Et du coup, c'est le fils qui risque de s'exécuter et d'afficher son message avant même que le père n'affiche son propre message. Est-ce que c'est clair là? Monsieur Asman voit l'enregistrement, moi, je n'ai pas bien compris. Ça a commencé à caler. Vous avez commencé à faire quoi? Ça a commencé à caler un moment. Le son a commencé à se saccader un moment. OK. OK, je vais essayer de mettre ça en ligne et puis vous allez suivre ça après. Donc, bref, c'est... OK, la création des processus dans Linux. Dans la création des processus, vous avez un programme avec deux processus, donc vous avez deux mémoires virtuelles parce qu'il s'agit de faire la copie conforme, okay, la copie conforme de jeux de données de votre processus père. Si je déclare une variable int i et je dis fork, je suis le père et puis le père va s'exécuter, le père va mettre sa variable i à 3. Okay? Et puis else, ici, vous avez je suis le fils et le fils viendra mettre ici sa variable à 5. Et à la fin, pour %d, vous avez %d, ainsi de suite. Donc, je suis le fils. Vous voyez que il avait des situations où le fils exécute avant le père parce que ici, il ne s'agit pas de dire, OK, ce code du père est prioritaire au code du fils, non. Donc, le fils peut s'exécuter avant le père. Je suis le fils
et sa variable est à 5. Je suis le père, mon PID. En fait, vous vous retrouvez avec deux variables. Là. La première variable manipulée par le père qui est à 3. Okay? Et puis, vous avez une autre variable. Au niveau du fils, la variable est définie à 5. Et puis, au niveau du père, la variable est définie à 3. Okay? Donc, vous vous retrouvez avec deux copies conformes. Et maintenant, les parents, le père et le fils peuvent manipuler leur copie. Il y a une instruction qui permet d'imposer, de partager les copies. Je crois que c'est fork avec V. Attendez, je vais vérifier cela. Je crois que c'est fork avec V. En fait, il y a une façon de définir, de créer le processus, mais cette fois-ci, quand vous créez le processus avec for, au lieu de copier, au lieu de faire une copie conforme, il va maintenir, il va maintenir une mémoire partagée, de telle sorte que si le père a peut-être modifié la mémoire, le fils également accède à la même mémoire. Ils sont en train de chercher l'appel système qui permet de faire cela. Je crois que je peux retrouver ça. Puisque j'utilisais ça, c'était... c'est parce que j'ai... OK, bref, je crois que je vais retrouver cela. Il y a la liste des commandes système là. Mais retenez que pour le cas de fork, là, vous retrouvez avec deux copies. Mais il y a une façon de faire en sorte que le père et le fils partagent la même mémoire. OK. Rappelez-moi de vous donner la commande là. Je crois que c'est similaire avec fork, c'est soit fork V. Donc, exemple de programme avec fork, int main. If fork est différent de 0, je suis le père, mon PID est ceci. Vous pouvez faire un slip. Quand vous faites un slip de 10, c'est juste pour imiter un blocage. OK? Et là, vous faites exit de 0. Ça veut dire que ce processus va se terminer avec le renvoi de 0. Donc, quand il fait exit 0, ça veut dire que je termine et je renvoie à la valeur de 0. Ici, le fils va s'exécuter, il va dormir pendant 10 secondes et il va renvoyer, il va également faire exit. OK? Donc, nous allons réaliser ce petit code-là, OK, et exécuter pour voir, pour voir le résultat. Donc, je vais un peu descendre sur Linux là pour faire ce petit TPE-là. Et de votre côté, quand vous allez regarder la vidéo, vous pouvez reproduire ça pour mieux comprendre la fonctionnalité de fork. Je mets pause et je reviens quand le code est écrit.